Voilà, donc ce soir. Alors là, ce soir, par contre, c'est un cours essentiel. C'est le résumé de beaucoup de choses. Et je vais pratiquer ça de façon différente ce soir et jeudi. En fait, les diapos vont être des diapos de bas-relief égyptien, où la morphologie est relativement réinventée, si vous voulez. Vous verrez tout à l'heure, c'est tout à fait surprenant. Les pieds sont absolument semblables, qu'ils soient internes ou externes, dans le bas-relief, n'est-ce pas? Que les jambes, devrais-je dire, soient internes ou externes. Les pieds ne sont ni internes ni externes. En général, ils n'ont pas d'orteils, ils n'ont qu'un gros orteil, donc ils seraient internes. Mais ils sont plats comme à l'externe, d'accord? Ou alors parfois, ils ont un très léger voussoir, comme si c'était des pieds creux. Bref, ils sont informes. Attendez, pardon. Ils n'ont pas une forme caractérisée par rapport à la vue dans laquelle ils se trouvent, alors que les jambes, très subtilement, sont indiquées comme internes ou externes, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec les courbures propres à l'interne et à l'externe, avec les nuances que vous voyez aussi mal dans les bas-reliefs que vous les voyez sur moi là tout de suite. D'accord? Donc il va falloir justifier ça. Alors, une chose que je ne peux pas tout de même justifier, moi, je ne peux pas dessiner ce que je suis en train de vous montrer, vous voyez, puisque je ne suis même pas stable, je suis forcé de m'appuyer sur la table. Donc, je vais un tout petit peu naturaliser ça, ce qui va faire que ça va être laid par rapport au bas-relief égyptien, mais je ne vais pas jouer à l'artiste égyptien, moi qui ai horreur du faux. D'accord? Donc, nous allons étudier, si vous le voulez, en trichant le plus possible, une jambe, une cuisse externe, une jambe, une cuisse interne, n'est-ce pas? Et puis jeudi, si vous le voulez bien, on étudiera, parce que alors, je crois que c'est peut-être pas génial comme cours, mais alors Dieu que ça m'a été utile à moi, jeudi on fera ça, c'est-à-dire on étudiera la jambe externe et la jambe interne, c'est pas très différent, vous voyez, en position assise avec une cuisse externe, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, ce sera vu. Si vous manque quelque chose dans la compréhension, vous n'hésiterez pas à me le demander. Et puis après, je remonterai, et bizarrement, je ne remonterai pas dans le ventre, je remonterai dans le dos. Hein? Je glisserai dans le dos, je serai dans le dos aux alentours des vacances de Noël. N'oubliez pas que le cours se termine fin avril, début mai, pas plus tard. N'est-ce pas? Donc je serai à mi-chemin, à la mi-janvier. Je monterai dans le dos, je passerai dans les épaules, je glisserai bizarrement dans le bras, n'est-ce pas? Je reviendrai par l'intérieur du bras vers le torse et la tête. On y est? Donc voilà un peu le processus. Et je finirai avec la tête en... c'est pas sec. Avec la tête en avril-mai. Voilà, donc si vous voulez, moi j'ai fait un méchant croquis avant de descendre, vous voyez, pour essayer de... vous voyez, voilà un peu ce que je voudrais faire avec vous ce soir. J'aimerais bien, oui, faire le corps entier. Jeudi, donc ce ne sera peut-être pas assez précis pour certains, n'est-ce pas? Mais jeudi, je couperai au niveau du bassin en position assise. Voilà, est-ce que vous auriez des questions à me poser pour que le tableau sèche pendant ce temps-là, non? Oui. Vous n'avez pas d'impression. Ça me vexe un peu. Ma logique, c'est d'être parti du bassin et d'y revenir. Car le bassin est la région la plus compliquée. D'accord? Et à mon avis, c'est la racine de tout, puisque c'est arrondi et ouvert à l'intérieur. Donc j'ai placé le bassin par rapport au sol, dans un premier temps. Puis ensuite, j'ai relié le bassin au sol en essayant de faire comprendre ce que c'est qu'un aplomb, station hanchée, etc. D'accord? Donc là, j'ai essayé de me débrouiller entre le bassin et le pied pendant tout l'espace qui a été jusqu'à maintenant. Ensuite, en effet, je considère qu'il est beaucoup plus important du point de vue de la compréhension de la plastique humaine de remonter par là, sacrum rachis, où on a l'os. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'os et on remonte au crâne. Tandis que si je remonte par là, c'est la tablette de chocolat, c'est du décoratif. Il n'y a pas d'os de soutien, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est un parement.
D'ailleurs, regardez les boucliers romains, c'est chou, 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 etc. Tandis que là, vous avez le rachis. D'accord? J'ai les deux omoplates qui bougent en fonction des deux bras. Donc j'ai la racine des bras. D'accord? Je descends dans le bras. On y est? Je repars ici et poum, je flanque la tête. Bon. Et je passe en plus de la main à la tête. C'est une logique peut-être un peu poétique, si vous voulez. Non? Vous ne trouvez pas? En fait, c'est ce qui me paraît le plus vivant. Bon, il y a la logique classique, ce serait de partir de là, de descendre au sol, ou partir du sol, remonter à la tête. C'est ça. Hein? Ben ça, j'y crois pas du tout. Autre question? Oui, mademoiselle. Mais je ne sais pas très bien. Ça vous intéresserait, ça? Bien, bien. Ben, je vais le noter. Parce que j'ai des photos extraordinaires de fœtus pour faire comprendre aux femmes pourquoi il est aussi important d'avorter avant la 7e semaine, n'est-ce pas? J'ai vraiment deux petits fœtus photographiés. Ça ne vous fait pas peur? Deux petits fœtus photographiés juste avant et après ce moment où on ne peut plus dire. Alors Dieu sait si je n'ai là rien de politique, rien de tout ce que vous voudrez. Hein. C'est vraiment pour dire aux gens, pour retirer à l'extrême droite son argument, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il dit que passer 8 semaines, 10 semaines a fortiori, c'est un bébé qu'on met dans une poubelle, qu'on jette à la poubelle. Ça, c'est un fait. Ben, ça va me permettre d'attendre que le tableau sèche. Un jour, il y a eu de ça une trentaine d'années, j'ai entendu ma fille bavarder dans un herbage au pied devant mon atelier avec une de ses petites amies et lui dire tu sais, tu fais la gueule, lui disait l'autre. Et elle disait oui, je suis triste. Et alors pourquoi? Et parce que ma tante va perdre un œuf. Et la petite amie lui a dit mais enfin, ce sont les poules qui ont des œufs et pas les mamans. Et j'entendais, moi, c'est bien que j'ai prêté l'oreille. Je me suis dit comment elle va s'en sortir. Et elle lui a répondu je sais bien, mais les mamans ont des œufs sans coquille. Là, je me suis dit, parce qu'à chaque question qu'elle me posait, je répondais. Ce qui fait qu'elle a fait l'éducation sexuelle de pas mal de petits garçons entre 8 et 12 ans, en tout bien, tout honneur, mais des grands bénés qui pensaient encore en pleine campagne. Je n'ai rien contre la campagne, je n'ai rien contre les traditions du chou et de la rose, mais quand même, quoi. Donc, oui, en effet, dans le ventre de la mère humaine, il y a au début un œuf avec les 3 feuillets, et on voit ça se détacher. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai comme diapo d'embryologie, mais on ne peut pas dire exactement. Moi, je pense plutôt que c'est à nouveau au bassin tête rachis, si vous voulez. Puis les membres se greffent peu à peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les radios l'autre jour, mais les membres sont des espèces de petits flutio très délicats, comme ça, qui s'adaptent à ce poisson, quoi. Cette espèce de chose au départ qui a un peu l'air d'un poisson. Et à 2 mois et demi, alors là, vraiment, les yeux ne sont pas ouverts. Vous verrez, il y a des petits trous à la place des oreilles, mais ça fait déjà de l'effet. Puis alors, 15 jours plus tard, c'est effrayant. Effrayant, il y a des pieds, des mains. Et en plus de ça, comme dans ma diapo, c'est un noir, c'est un petit enfant qui était prévu pour être noir. Il est noir et rose, si vous voulez. Donc, il contraste énormément entre les dos de main et les paumes, etc. Donc là, on le voit vivre, quoi. Puis il est plein de muscles partout. On a l'impression qu'il a fait des poids et haltères, quoi. Pourquoi? Parce que dans le ventre de la maman, il n'a pas besoin de manteau de fourrure. Il n'a pas besoin d'être protégé du froid, vous voyez? Donc à ce stade, il n'a pas besoin de gras. Donc c'est un écorché vif, ce petit. Et en l'occurrence, c'est un petit garçon. Je ne sais pas si ça change grand-chose au niveau du fœtus. Donc maintenant que vous êtes prévenus, si ça vous intéresse, oui, je vous les montrerai. Puis je relirai un peu mes notes, parce que je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez passionnant. L'un d'entre vous, l'autre jour, m'avait demandé de revenir sur les 3 feuillets. Ben, j'en profiterai. Je vous rappelle qu'il y a donc dans l'œuf, je crois que c'est presque sec, dans l'œuf, il y a l'endoderme. C'est tout de même extraordinaire, non? Le mésoderme et l'ectoderme. Alors, l'endoderme, n'est-ce pas? Le mésoderme.
et l'ectoderme. Et ces trois feuillets vont se diversifier. L'endoderme, donc, va donner tout ce qui est viscéral et graisseux. Le mésoderme va donner tout ce qui est musculaire et osseux. C'est ça qui est fantastique pour nous ici, c'est de comprendre que le muscle et l'os se développent en même temps, en complémentarité. À l'inverse de ce qu'on penserait quand on regarde des livres de sciences nat ou d'anatomie, l'impression qu'il y a une charpente osseuse avec des muscles qui s'adaptent. Est-ce que je me fais comprendre? Non, le muscle est complémentaire de l'os. L'os ne se développe que si le muscle se développe et le muscle ne se développe que si l'os se développe. C'est pour ça que c'est aussi laid, passé 25 ans, de se développer les muscles, puisque les os ne peuvent plus se développer. La clavicule, là, c'est le dernier os. J'ai vu un documentaire dimanche soir, je ne sais pas pourquoi, parfois je regarde comme ça, la télévision le dimanche soir, et il y a une émission que je trouve, il faut que j'avoue, que je trouve très intéressante parce qu'elle me révèle des choses auxquelles je ne comprends rien. C'est une émission sur la 6e chaîne qui s'appelle Capital. Et je me rends compte qu'il y a des gens riches et qui aiment ça, si vous voulez. Et ça me surprend toujours avec des chiens de garde pour garder leur argent, etc. Donc, ils préfèrent visiblement l'avoir à l'être. Moi, j'ai toujours préféré jouir au lieu d'avoir, si vous voulez. Mais ça, chacun son... J'aime mieux passer 2 heures devant Rembrandt, quitte à perdre mon temps, comme dirait l'autre. Mais moi, je suis bien plus heureux, me semble-t-il, à vivre ainsi. Il a l'air assez troublé de vivre autrement. Bon, enfin bref. Donc, dans cette émission, j'ai vu de jeunes prostituées des pays de l'Est, comme on dit, de Roumanie, etc., qui viennent sans papier, sans rien, qui dissimulent tout, n'est-ce pas? Et que fait-on? C'est incroyable, le savez-vous? Alors, il y a un malheureux qui est allé... Alors, il expliquait, le pauvre garçon, « J'ai pas de copine en ce moment », pour justifier le fait qu'il soit allé se faire caresser par cette jeune femme, n'est-ce pas? « J'ai pas de copine en ce moment ». On lui dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte ?» Les agents lui disent que si elle a moins de 18 ans, on va vous incarcérer et vous amender. Si elle a plus de 18 ans, vous repartez librement. Et vous savez comment on fait pour voir si elle a plus ou moins de 18 ans? Non, j'en revenais pas, mais vous savez comment on fait? On n'a pas de papier, on n'a rien. Eh bien, on l'emmène en plein milieu de la nuit à l'Hôtel-Dieu, on lui radiographie les poignets et on regarde s'il y a des traces de cartilage de conjugaison. Donc, elle est prétendument adulte. Et moi, j'ai regardé la radio, je me suis dit, merde, il est foutu, elle a 16 ans. Non, non, il en restait, ça bavait encore de cartilage de conjugaison, mais elle était considérée comme adulte, donc lui pouvait s'en aller librement. Non, mais dans quel monde? Ouais. Il vous reste très peu de cartilage de conjugaison, donc vous pouvez vivre de cette façon, mais de toute façon, je sais qu'il n'y a pas de solution, je ne vais pas me mêler de ça, j'enseigne mieux la morpho que d'être Dieu sait quoi. Mais c'est tout de même effarant, quoi. On lui regarde les cartilages de conjugaison. Il faudrait que je vous montre d'ailleurs, tout à l'heure, c'est bête, j'avais une jambe avec des cartilages de... Oh, bah, puisque j'en ai parlé, puisqu'on est un peu bizarre et détendu, comme ça, mon tableau séchera. Je vais aller vous chercher une jambe. Parce que mes assistants ont mis tous les os dans une boîte à os, et j'en ai ressorti qui sont très, très beaux, je ne comprends pas. Et j'ai trouvé une jambe de jeune femme, ou de jeune homme, je ne sais pas, qui serait considérée comme adulte. Mais je n'ai pas pensé à l'apporter, je vous l'apporte tout de suite. Oui, oui. Voilà, vous voyez, regardez. Vous voyez là, bon, alors il n'y a plus le cartilage, évidemment, mais voilà un os. C'est dramatique quand même. Enfin bon, la vie n'est qu'un drame. Vous voyez là, oui ou non? Vous regarderez en partant. Hein, vous voyez une petite ligne, non? Puis c'est pas encore complètement formé. Alors vous avez une petite ligne là, petite ligne ici. Même chose, la vis a abîmé, mais à la tête du péroné, elle s'est mise dans l'interstice, n'est-ce pas? Eh bien voilà un squelette d'une personne, là tout de même c'était très très près de l'ossification définitive, mais enfin qui n'était pas encore ossifiée définitivement. Ben, celle-là, elle a le droit de faire le trottoir, elle n'est pas considérée comme mineure, si vous voulez, vous voyez.
C'est ça, quoi. C'est ça. Le fait d'être adulte, c'est de ne plus avoir de conjugaison. Alors, par exemple, Pascal, si vous savez, Blaise, celui de la machine à calculer, etc., eh bien, il aurait pu faire le trottoir jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il est parti dans l'au-delà avec les fontanelles ouvertes. Non, vous ne savez pas? Il était tellement du... Ah, vous vouliez le dernier feuillet. Alors, méso, c'est muscles et os. Et le dernier feuillet, alors c'est ça que je trouve extraordinaire, en ce moment où il y a une épidémie effroyable d'herpès, par exemple, n'est-ce pas? Alors, vous savez très bien que non, vous ne savez pas, bon, mais vos amis qui ont un herpès sur la bouche ou sur le sexe, eh bien, la veille ou l'avant-veille ont eu un coup de déprime, bien souvent, ou se sont engueulés avec leur... se sont disputés, j'aime pas ça, veuillez m'excuser, se sont disputés avec leurs parents, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ben oui, c'est le même feuillet, n'est-ce pas? Le feuillet de l'embryon le plus externe, l'ectoderme, donne tout ce qui est possier et tout ce qui est cérébral, nerveux, etc. C'est pour ça que Paul Valéry, qui était tout sauf bête, a eu cette phrase que je trouve d'une simplicité géniale, de dire ce que nous avons de plus profond, c'est notre peau. C'est elle qui est la plus révélatrice. Dès que vous êtes ému, vous rougissez. C'est le même, enfin moi, c'est le même lien. D'accord? Question. Ça y est, mon tableau est sec, mais vous pouvez y aller. Oui, c'est ça. L'endoderme, le plus profond, n'est-ce pas? Le plus profond, pas le plus externe, le plus profond, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Et j'avais promis à l'un d'entre vous je n'ai pas tenu ma promesse parce que ça ne correspondait pas encore, mais je vais le faire. Je vous ferai des diapos là-dessus, c'est-à-dire au moment même où Hitler et sa mafia là, déclaraient qu'il y avait une race superbe et qu'on ne pouvait que l'améliorer en créant les SS, etc., eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une bande de juifs, remarquablement intelligents, qui lui ont répondu par un livre extraordinaire qui s'appelle... Je ne sais pas s'ils étaient juifs, mais j'espère qu'ils l'étaient parce que ça fait plaisir. Je me sens très juif dans ces cas-là moi-même. Et donc, ils lui ont répondu en lui disant vous savez, je suis né avant-guerre, je suis très, très marqué par la guerre 39-45. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis plein de trous à cause de cette guerre-là. Alors, donc, Sheldon, c'est un acte extraordinaire, a répondu en disant ben voilà, voilà de quoi sont faits les hommes. Ils sont faits de 3 feuillets, et voilà. Et puis, c'est un livre fabuleux qui est tellement politiquement incorrect qu'il a été très peu traduit. Il est très choquant à voir. Et alors, il y a des endomorphes extrêmes, des mésomorphes extrêmes, mais il y a aussi des gens moyens, si vous voulez. Ils sont très courants. Et un ectomorphe extrême, alors le type même du crâne, du crâne très très ouvert comme ça, c'est donc Blaise Pascal, qui est mort avec son crâne a été reconnaissable après la Révolution, quand vous savez, je ne sais plus où il était enterré, à Saint-Germain-des-Prés peut-être. Et donc on avait tout blackboulé, etc. Et après la Révolution, la Restauration, on a voulu retrouver certains squelettes, essayer de rafistoler tel humérus avec tel fémur et tel crâne, et rendre à Blaise Pascal et à Descartes leur sépulture. Alors, il y a un crâne qui a été énormément étudié, c'est celui qui prétendument serait celui de Descartes. Ça n'en est pas très bien arrivé à le retrouver, c'était très embêtant. Mais Pascal, il n'y a pas eu de problème, il était plein de trous partout, les fontanelles ouvertes, etc. Comme s'il était inachevé. Il est mort d'ailleurs inachevé à quoi, 33 ans, non? Avec un bout de papier dans la doublure de son manteau. Non, vous ne connaissez pas? C'est assez bouleversant, ce type. Alors, il a dit une chose géniale, il a dit l'ironie est à la base de toute connaissance. Donc, si je n'avais pas commencé par me moquer de l'anatomie et de la morphologie, je ne serais pas là. On y va? On essaie? Donc, on va essayer de sortir un corps humain debout, jambes écartées, pour essayer de comprendre, d'analyser tout à l'heure. Ça, je dois vous dire, c'est un des grands plaisirs de mon cours. Ce sont les diapos qui vont venir ce soir. Allons-y. Donc, on se flanque, un crâne, un rachis. Oui, j'avais commencé par un crâne, un rachis. Voilà.
Tiens, c'est une femme. Ben, ça changera. Voilà, c'est une femme. Peut-être que c'est à cause des courbures. Voilà, donc le haut du crâne, pas de bosse frontale inférieure, n'est-ce pas? Elle est un petit peu pathologique. On va un peu soigner le rachis. Peut-être que le crâne est un peu petit. C'est malheureux parce qu'il est joli. Donc, on va le laisser comme ça, quitte à ce que ce soit disproportionné. Donc, on va lui flanquer une cage thoracique avec 2 côtes flottantes. Vous êtes d'accord? Je rappelle ça très vite, car, cher monsieur, il y avait un cours d'ensemble avant tous les autres. Donc, il y a 10 côtes, n'est-ce pas? Il n'y en a pas 12, il y en a 10. Et il y en a 2 à l'arrière qui raccordent les précédentes pour que ça soit sur une horizontale. D'accord? Donc, ensuite, c'est une femme. Donc, on peut cambrer. On a là le sacrum et on va cambrer. On va placer la crête iliaque comme ceci. Supérieur, un tubercule du moyen fessier, une épine antérieure et inférieure. Je ne sais pas si on va se servir de tout ça. Le sacrum et le coccyx, l'épine sciatique. Là, elle aurait le trou cotyloïdien. Est-ce que vous suivez? Vous trouvez que c'est sale, non? C'est ça? On va nettoyer. Voilà. Voilà. Êtes-vous plus satisfait? Voilà. Voulez-vous que je vous mette l'os à côté? J'en ai trouvé un très beau, je ne sais pas, non, je ne l'ai pas apporté. Voilà, alors ça, c'est un garçon, mais vous pouvez tout de même retrouver, n'est-ce pas? L'épine antérieure et supérieure. Vous me suivez? Ici. Alors, vous voyez que j'ai valorisé, évidemment. Épine antérieure et inférieure, là. Cotyle, là. Épine du pubis, là. Ischion, ici. Épine du pubis, ici. Ischion, sacrum. Bon, ben, j'ai trop triché, mais ce n'est pas grave. On va faire ça ce soir. Tant pis. Je voulais mettre le bassin un peu de tiers, mais je ne l'ai pas fait. Alors, on va imaginer que c'est de profil. Ce n'est pas grave, ça va être très égyptien. Donc, ici, on va ajouter... Je voudrais être clair tout de même. On a le cotyle qui est là. Hein? Donc, je peux dire, on a la tête du fémur qui est là. Comprenez-vous? J'ai même pas de bassin. Voilà. N'est-ce pas? Je dis, j'ai le bassin comme ceci. Est-ce clair? Je dessine ça. Comme ça, ça va dans ça. Je peux repartir de ça. Est-ce clair? Oui? Hein? C'est clair. Donc, soyons synthétiques ce soir. Hein, la grande dominante de la diaphyse fémorale, c'est l'arc en avant. Bon, mais cet arc, est-ce que je le place ici, est-ce que je le place là, ou est-ce que je le place là? Est-ce que le col fait ça, ça ou ça? Est-ce que le grand trochanter est ici, là, là ou là? Je ne regarde pas parce que j'ai un peu honte de la médiocrité du résultat de mon enseignement. Bravo, mon vieux. Vous me sauvez l'honneur. Ça va? Hein? Évidemment, c'est là. Pourquoi? Parce que... Non? Alors ça, pourtant, c'est important. Une femme, s'il vous plaît. En violet, vous voulez bien venir, ça vous réveillera. Elle s'endort. Vous ne vous endormez pas? Vous aviez pourtant l'air charmant. Alors, donc, ici, qu'avez-vous l'impression? Que ça fait ça, ça ou ça? Surtout pas ça, j'espère. Hein? Vous n'allez tout de même pas me dire que le torse étant là, les épaules sont comme ça et les membres inférieurs comme ça. Sinon, vous prenez une tronçonneuse, vous me la débitez, bzzz, 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 et tout ça serait en coupe bonne pour un livre d'anatomie. D'accord? Non. Vous sentez très bien que les épaules ont un arrondi qui va vers l'avant. Oui ou non? Hein? Levez les bras, ma belle. Voilà, les deux comme ça. Voilà. Alors, et là, qu'est-ce que vous pensez du trochanter par rapport à l'épaule? Hein? Est-ce que vous ne sentez pas que ça va d'arrière en avant?
Hein? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est une chose que vous n'avez pas le droit de savoir, de ne pas savoir, n'est-ce pas? Il faut sentir. Je me tiens bien là, ça va? Hein? Il faut sentir les épaules qui vont vers l'arrière et les trochantères qui vont vers l'avant. Sinon, vous la voyez lamelée, vous voyez ce que je veux dire? C'est effroyable. Donc, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, avouez que les épaules vous reviennent vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et les cuisses, là, ça revient vers vous, donc ça part vers l'arrière, est-ce que je me fais comprendre? Là, ça revient vers l'avant, d'accord? En d'autres termes, merci beaucoup, ils n'ont rien compris. En d'autres termes, la tête, tournons-nous, ma belle. Merci, voilà. En d'autres termes, le trochanter qui est là, n'est-ce pas, se trouve en arrière de la tête qui est plus en avant. Je n'ai pas d'humérus. Est-ce que j'ai un humérus? Si, j'ai un humérus. Voilà, chut, 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 on se tait, on attend que je vous dise question. Alors, et là, n'est-ce pas, la tête va en arrière et la saillie va en avant. La saillie est en avant, la tête est en arrière. La saillie est en arrière, la tête est en avant. Je me fais comprendre? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, donc, c'est pas bête, ça, je dois dire. Hein? Ici, c'est... Regardez, bon sang, vous le voyez, non? Hein? Et ça se dessine. Tout Giacometti, tout l'art égyptien, tout ça est dans l'observation, non pas de l'os, mais de la traduction de ça sur le vivant. Donc, on peut être comme Giacometti, qui savait ce qu'il y avait dans un corps humain. Regardez, on voit le squelette partout. Et il avait certains principes osseux pour parler du visage, donc il devait savoir ailleurs. Mais ça se traduit là-dedans. Ça, c'est en arrière de ça et en dessous. Donc, le grand trochanter est en arrière et en dessous. Et on raccorde, et voilà. Donc, ici, si je place tout ça pour vous dire, hein, mais si vous saviez comme je suis malheureux quand je vous fais passer la valeur, regardez comme ça lui va bien. Si j'avais fait ça, ce serait monstrueux. Ce serait pathologique. Hein? Il faudrait des béquilles tout de suite. D'accord? Donc là, vous placez le grand trochanter. C'est très simple, vous voyez. Vous placez le grand trochanter en bas et en arrière et vous roulez dans les courbures spiralées. Si j'ai mis 2 fois la hauteur du bassin dans le fémur. Là, je fais 1 et 2. C'est un peu juste, hein? Vous devez trouver ça un peu court. Voilà. C'est parti trop en arrière. Hein, tiens. Ah ben si, comme ça, elle va... Oui, non, c'est pas parti trop en arrière, puisque je vais mettre artificiellement un membre en avant. Elle est drôle, non? Question? Non? On y va? Donc, on va... Oui, allez, on met celui-là, puis on mettra l'autre après. Vous êtes d'accord pour courbure spiralée? Hein, je suis désolé pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, mais c'est une des plus belles choses qui soit, n'est-ce pas? Cette courbure spiralée. Je pourrais peut-être y revenir, mais là, ce sera un peu tôt. Vous voyez, il y a une spirale ici à la partie inférieure du fémur pour que ça articule très bien. Et là, c'est la lèvre externe de la trochlée. Voilà. À force de le dessiner, ça devient moche. Voilà. Donc, on va mettre le tibia. Alors, un tibia, vous savez que vous résorbez. Ça marche, ça? Hein, vous résorbez l'angle antérieur ici et vous avez la tuberosité antérieure du tibia. Regardez ce que j'ai trouvé dans une boîte à os tout à l'heure. Inutilisé depuis je ne sais pas combien d'années par... C'est extraordinaire, regardez. Cette présence humaine. Tenez, alors là, pour le coup, ça va être très contrasté. Regardez, cette jeune personne inachevée, vous voyez, ce bel homme, et ce petit mec extrêmement costaud, prêt à porter des tonneaux sur son dos et des haltères, avec un varus. Vous voyez, vous sentez le... Regardez la courbe, vous voyez Vous le voyez, non? Regardez. C'est étonnant. Alors, vous voyez le jambier, il avait un jambier gros comme ça. Ça, celui-là, il valait mieux éviter les coups de pied au cul
venant de sa part, n'est-ce pas? Donc, vous résorbez ici. On est en externe, hein? Donc en externe, comme dirait l'autre, on n'est pas en interne. Donc on n'a pas la face interne. C'est d'accord? On n'a pas ça. Hein? Donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein? Il n'y a pas d'os visible. Donc on met les deux os un peu comme on veut, enfin en respectant les principes. Voilà. Mais il n'y a pas ce côté très structuré. Donc, si vous voulez, on va placer un pied externe. C'est là surtout que ça va se redessiner. Voilà, on va placer un pied externe, on va essayer de le placer en proportion. Je vais aller voir si c'est en proportion. Voilà, le gros orteil prétendument ici. Un pied à... Question, si vous bavardez, un pied à plat sur le sol. Ça va? Un peu épais, un peu court. Elle est un peu difforme de proportion, mais ça va s'arranger. Je n'ai pas voulu retoucher à la tête parce que ça, il ne faut pas retoucher quand on la sort aussi bien du premier coup. Donc, voilà, ça lui irait mieux d'avoir un pied moins haut, n'est-ce pas? Et puis on va partir comme ça. Donc, vous êtes d'accord? On arrête le tibia avec un arc. Oui ou non? Hein? Là, ça n'est pas sous-cutané. Tant qu'il n'y a pas le péroné, l'articulation est en arc, comme ça, toute bête. Êtes-vous d'accord? C'est un teint. Voilà. Ça va, ça? Oui, voilà. Vous voyez? Tant que je n'ai pas mis le péroné, qui est là, hein, eh bien, ça repose comme ça. C'est clair ou pas? Hein? Ensuite, je mets le péroné. Je mets le péroné qui bloque en bas. Alors, qui part du dessous ici. Jamais, jamais à côté. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Il part du dessous du chapiteau tibial et il descend bloqué avec une malléole externe lancéolée, n'est-ce pas? Une extrémité de lance ici. Et entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Il obéit à des impulsions, n'est-ce pas, qui se traduisent la plupart du temps par une espèce de torsion, comme ça, n'est-ce pas? Voilà les deux os, dont vous vous souvenez sans doute, qui sont réunis par une membrane interosseuse. Voilà. Voilà. Donc c'est un ensemble, exactement comme à l'avant-bras. La rotule, qui intéresse tant les gens, n'est-ce pas? Eh bien, on trace d'abord une horizontale à l'endroit de laquelle on place les ménisques. Et on sait que la rotule, ça n'est pas un élément de blocage ici, ça c'est trop ridicule, c'est une poulie de réflexion qui se situe, même au repos, quand elle est au repos, elle se situe au niveau de l'interligne articulaire. Il est déraisonnable de la placer plus bas. Elle n'aurait pas d'utilité, si vous voulez. Voilà. Et en fait, la laisser comme ça n'a aucun sens. On a besoin très vite de la planter sur un tendon parce qu'elle est dépendante des muscles de la cuisse. Question. Bon, ça ne tient pas debout. Hein. Il faut absolument lui mettre une autre. Et puis vous ne voyez pas bien le chapiteau tibial, je crois. Hein. Il faut lui mettre une autre cuisse et jambe en avant. Alors, à l'inverse du cours précédent, qui en a effrayé plus d'un, mais que j'étais obligé de faire, je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas ne pas parler des muscles profonds, etc. Mais je peux vous aider à faire la synthèse. Là, ça, à mon avis, on devrait pouvoir le sortir comme ça, enfin, sans problème. Hein, une structure comme ça. Alors, vous voyez dans mon dessin préparatoire, qui est vraiment un peu ridicule, mais moi, ça m'amuse de dessiner n'importe comment et le plus vite possible avant de descendre, eh bien, j'avais mis le bassin de 2/3. Là, le trac, je pensais à autre chose, je vous ai mis le bassin de profil. Donc là, j'avais des prétentions réalistes que je n'ai pas ici. Parce que là, j'ai triché.
Je vous ai vraiment fait, comme dans un bas-relief égyptien, le bassin de profil, une jambe ici, vous voyez, le bassin comme ceci, et je vais oser mettre l'autre jambe là. Alors ne pensez pas que ce soit naturel, à l'inverse de ce que j'avais dit au début, je vais faire dans l'artificiel. Question. Les diapos justifieront mon choix. Oui, monsieur. Vous avez parlé de l'horizontale, la ligne horizontale au-dessus de laquelle on trouve la rotule. Elle est horizontale par rapport au sol ou perpendiculaire par rapport à l'axe Le perpendiculaire par rapport à l'axe. Par rapport à... Oui, elle devrait être un tout petit peu comme ça. Mais ça, de toute façon, ce que je ne veux pas, c'est que la rotule soit en dessous. Hein? Et la rotule est là, la pointe de la rotule est là, l'interligne est ici. Donc jamais, jamais elle est en dessous. C'est ça que je voulais dire. Je croyais être à l'horizontale, ça m'a échappé. Autre question. Il y avait... Oui. Jean-Max, oui. J'imagine que dans cette position, on est juste à la limite où le talon va se soulever si jamais... C'est ça, c'est complètement artificiel. C'est complètement artificiel. Mon but, écoutez, j'ai des témoins dans la salle, des amis à moi, qui ont descendu avec moi la rue de Seine hier soir, n'est-ce pas? Quand vous descendez, vous la connaissez, n'est-ce pas, la rue de Seine? Elle existe, vous voyez, c'est réel. Hein? Vous descendez la rue de Seine, il y a la Palette à droite, il y a la rue Visconti à gauche, qui s'appelait autrefois la rue des Marais Saint-Germain, et il y a l'atelier de Delacroix, n'est-ce pas? Et en face, la maison où est mort Racine. Eh bien, à l'angle de la rue de Seine et de la rue des Marais Saint-Germain, dite Visconti, il y a une très belle enseigne, je ne sais pas si vous avez vu, au Petit Mort. C'était un café fréquenté par Scarron, etc. Et il y a une très belle grille. Mais ce n'est pas de ça dont je devrais vous parler. Ensuite, il y a un marchand épicier arabe, très sympathique, où j'achète mes bouteilles d'eau. Et ensuite, vous avez un magasin d'antiquités. Vous voyez, où il y a des choses égyptiennes et grecques. Si ce soir, vous avez un peu de temps à perdre, si vous pouvez partir par là, vous verrez l'application même de mon cours de ce soir. Il y a un petit bout de bas-relief égyptien qui doit valoir très cher, mais qui n'a quand même rien d'exceptionnel et qui est incroyablement ce que je vais vous expliquer ce soir. C'est-à-dire que ces gens-là, sauf dans leurs petites études sur ostracone, c'est-à-dire bout de calcaire qui leur servait de feuilles de croquis, si vous voulez, où là, ils avaient un dessin qui, parfois, vous allez voir, rejoint Rubens, par exemple. Eh bien, quand ils sont sur un bas-relief, et je vais vous l'expliquer par des documents inouïs de la vallée des rois sur des bas-reliefs inachevés qui sont extrêmement révélateurs, et puis par 2 ou 3 objets qui se trouvent au Louvre, mais il y en a partout où on voit des épanelages de sculptures, c'est-à-dire des sculptures préparatoires qu'ils rangeaient dans leurs ateliers pour avoir les mesures préparatoires. C'était des gens qui ne dessinaient et ne peignaient et ne créaient ces espèces de bas-reliefs peints que dans l'artifice. Donc, tu as tout à fait raison, si c'était réel, ce serait ça. C'est aussi faux et magnifique qu'un Giacometti. Question? Encore une? Non? Je n'ai pas mis de Giacometti ce soir parce que ça faisait trop, mais tout de même, le parallèle aurait été très émouvant. Je le ferai peut-être jeudi. Voilà. Donc, je répète, c'est artificiel. Vous voyez, là, je lui avais donné un petit jeu de hanche. Eh bien, pas du tout. Je suis plus simple et j'imagine que le bassin soit parfaitement de profil. Je sors, je ne sais pas si ça va, je sors l'autre courbure spiralée en vue interne. Je fais vraiment l'égyptien, quoi. Je vais aller voir hein, pour avoir la bonne proportion, parce que là, si en plus de ça, c'est moche, alors là, je suis inexcusable. Hein. Il faut que ce soit un tout petit peu plus long, hein, vous êtes d'accord? Donc, je me paye le culot. Maintenant que j'ai dit que c'était artificiel, je peux me le permettre. Alors, si vous voulez, même pour les amateurs, on voit que c'est une vue interne au tubercule du grand adducteur, là, mais on s'en fiche. Donc ici, si vous voulez, je vais expédier. Alors attention là, hein, c'est le tibia sous-cutané, ça change tout, n'est-ce pas? Donc on résorbe la pointe, on place la tubérosité antérieure, on a la face sous-cutanée du tibia, n'est-ce pas? Jusqu'à
jusqu'à la malléole interne. Alors, la malléole interne, ça n'est en rien comparable à la malléole externe. Elle est plus haut située, plus en avant située et quadrangulaire. Elle n'est, n'est-ce pas? Et j'en ai suffisamment parlé. Elle est au-dessus de la clé de voûte de l'arche interne. Donc, voilà l'arche interne, n'est-ce pas? Avec le premier méta. Donc ça, on peut l'indiquer dans le résumé que nous faisons ce soir. Le premier méta est oblique, n'est-ce pas? Oblique en bas et en avant. Le cinquième méta, est-ce que la personne qui m'avait posé cette question si juste, la situation du cuboïde est là? Oui. Eh bien, vous voyez, si je n'avais pas eu le trac quand vous me l'avez posé, j'aurais pu réfléchir comme ça. Tout d'un coup, je vois que j'ai la solution. Étant donné que le styloïde, là, n'est-ce pas, du cinquième méta, se trouve à équidistance entre le talon et le cinquième orteil, dixit Léonard de Vinci, le cuboïde est forcément en bas et en avant, ici, par rapport à la malléole, d'accord? Et la rainure du cuboïde, où va passer le long péronnier latéral, donc se trouve juste en arrière de la styloïde. Ça marche? Je réponds à votre question. Là, le cinquième méta est ou horizontal, si le pied est plat, n'est-ce pas? Ou légèrement oblique, si le pied est creux, ou entre les deux, si le pied est normal. Mais l'obliquité du cinquième méta n'a rien à voir avec l'obliquité du premier méta. Et comme je n'ai pas peur d'être ridicule, n'est-ce pas, je recommence en vous disant que tout part du sol, n'est-ce pas, où vous avez vos deux pieds qui sont posés comme ceci, vos cinquièmes méta, n'est-ce pas, pardon, vos cinquièmes méta sont quasiment sur le sol ici, laissant trace dans l'empreinte, n'est-ce pas, alors que vos premiers méta, n'est-ce pas, ont la tête qui arrive ici, mais partent de là et correspondent à l'arche interne qui se trouve en pointillé. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? La preuve que vos cinquièmes méta sont sur le sol, c'est que lorsque l'empreinte est un précavus, elle s'élargit à la styloïde du cinquième méta. Vous souvenez-vous? Lorsque l'empreinte est un précreux, elle s'élargit à la styloïde du cinquième méta et on voit le méta en regardant le pied de la personne à qui ça appartient. C'est clair ou pas? Oui ou non? Pour ceux pour qui ce n'est pas clair, je peux réexpliquer. Question? Vous savez que vous frisez le sinistre, là? Question? Non? Bon, alors on va continuer. Donc ici, en fait, on met ce pied-là. D'accord? Tout simplement. On y est? D'ailleurs, il va bien, regardez. Hein? En fait, il faut mettre ça. Hein? Donc, en résumant, n'est-ce pas? En résumant, mais tout de même, vous vous souvenez qu'il y a une, comment ça s'appelle? Une trochlée, là, la poulie astragalienne, n'est-ce pas? La poulie astragalienne, la tête de l'astragale, tout ça j'en ai parlé, le sustentaculum tali dont j'ai parlé l'autre jour, et le calcanéum. N'est-ce pas? Voilà donc l'association calcanéum-astragale. Vous en fichez, n'est-ce pas? Mais c'est là quand même, vous voyez, astragale, sustentaculum tali et calcanéum. D'accord? Donc j'ai exprès rendu les formes nuageuses, je peux insister, sustentaculum tali, la courbe et la contre-courbe, voilà. Et puis après, hop, on va placer l'arche interne. Ça vous va? Avec le scaphoïde et son tubercule, le cunéiforme, le méta, la tête du méta, et voilà l'arche interne. Ça vous va ou pas? Je n'en parlerai plus. Et voilà l'arche interne.
malléole, n'est-ce pas? Malléole, je tiens ici le col astragalien, hein, c'est-à-dire si je bouge, vous pouvez le faire ce soir après avoir pris votre douche, n'est-ce pas? Vous prenez la pince là, en avant de la malléole, et c'est extraordinaire, vous tenez le col astragalien, c'est-à-dire entre la tête et la poulie. La poulie est forcément sous la malléole. Ici, vous avez le train d'atterrissage calcanéen. Là, le sustentaculum thalli, je le prends très bien. Là, le tubercule du scaphoïde et le premier méta qui est là. Ça se voit, n'est-ce pas? Voilà une arche interne, ça se dessine. Je ne peux rien dire d'autre, c'est ça. Et vous avez des pieds comme moi. Voilà. Donc, si vous comprenez l'arche interne et si vous comprenez l'arche externe, vous avez tout compris. Vous voyez? Mais regardez honnêtement vos dessins faits d'après des femmes nues vivantes. Parfois, les pieds sont des espèces de tumeurs, de saucisses, n'est-ce pas? Les gens, c'est pas Rembrandt, n'est-ce pas? La plupart du temps, il faut des Rembrandt pour qu'on voit l'arche interne et l'arche externe. C'est choquant quand même, non? Pour que le dessin aille à l'intérieur de la forme et ne se contente pas des contours. Et un type comme Ingres, je pourrais tout de même vous montrer des diapos, qui dessine tellement par les contours, qui détestait, il enseignait ici, n'est-ce pas, qui détestait le cours d'anatomie, eh bien, un jour, ses étudiants avaient apporté un squelette dans son atelier. Je ne sais pas si vous savez, ça se faisait beaucoup. Il y a une photo de l'atelier de, je ne sais plus qui, Jérôme, je crois, où on voit Toulouse-Lautrec. Eh bien, il y a un atelier, il y a un squelette dans la photographie d'atelier. Il y en avait dans certains ateliers. Ingres s'est mis en colère en disant « Rapportez ça d'où ça vient, ça venait d'ici ». Donc, c'est tout à fait justifié. Il n'avait pas besoin de ça chez lui. Mais voilà donc, vous avez le premier méta qui est ici, oblique en bas et en avant, cunée scaphoïde, la tête de l'astragale, sustentaculum thalli, courbe contre courbe, hop, hop. Vous n'avez pas besoin que tout ça soit précis. Ce qu'il faut, c'est qu'on sente l'arche interne. Et là, comme le remarquait si savamment l'une d'entre vous l'autre jour, il n'y a que deux éléments. Il n'y a que deux éléments au gros orteil, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, c'est extraordinaire, on voit tous les orteils, ordinairement même le gros orteil. Donc ce pied-là ne repose pas sur le sol. Elle a le pied un peu plat, la chérie. Hein. On peut recourber, on va voir. Donc il me semble que je peux... Non, j'attends de voir, n'est-ce pas? Donc vous avez un pied interne, un pied externe qui n'ont rien à voir. C'est clair, c'est fini, ça, je peux ne plus en parler? Question, oui monsieur. Dans un pied normal, l'arche externe est toujours... Elle a le pied trop petit. L'arche externe est toujours sur le sol, il n'y a pas de problème. Alors je recommence, n'est-ce pas? Voilà un pied normal. 5. L'arche externe est sur le sol, n'est-ce pas? Si on va vers les pieds creux, l'arche externe va se creuser. Mais vous me demandez par rapport au pied plat, un pied plat normal d'un individu qui marche avec les pieds un peu plats, n'est-ce pas? Il a la même forme qu'un pied normal, mais en plus large, à tel point que cette ligne-là, n'est-ce pas, n'est plus à l'externe de l'axe physiologique, mais touche l'axe ou est en dedans de l'axe, n'est-ce pas? Voilà, ici. Donc ça, c'est un plat. Normal, tout à fait normal, ce sont les miens, n'est-ce pas? Et même, je suis peut-être plus plat que ça encore maintenant, n'est-ce pas? Alors, il y a le pied plat qui n'est pas pathologique chez une personne âgée, qui est, voilà, où c'est horizontal. Donc là, monsieur, l'arche interne tente à rejoindre l'arche externe, n'est-ce pas? D'accord? Et puis, il y a le bébé qui est dans le même cas. Et on passe au pathologique dès que ça commence et puis de l'autre côté, évidemment. Alors, tenez, ça tombe bien. Il y a le précavus dont je parlais tout à l'heure, qui est tout à fait normal chez les gens qu'on appelle vulgairement nerveux, si vous voulez. N'est-ce pas, les caractériels.
Donc, ils ont souvent le pied qui a cette forme-là, c'est-à-dire que la styloïde se marque. Oui. D'accord. Et ensuite, il y a le creux. Voilà. Alors, je l'imite mal, hein, mais c'est qui marche comme ça. Précipité, il est toujours précipité vers l'avant. Vous voyez? D'accord? On se dit, quand va-t-il s'arrêter? Et puis, au-delà, il y a celui qui n'a même plus d'empreinte d'orteil. Là, on est dans un relatif pathologique, parce qu'il est tout le temps surélevé, etc. Et au-delà, c'est le varus équin. C'est pathologique. Question? Jean-Max. Pour reparler de la base malléolaire, Oui. je voudrais être sûr de la façon dont le poids s'appuie, c'est-à-dire, évidemment, j'imagine que c'est l'extrémité du tibia qui porte tout le poids et qui appuie sur la pelouse astragale. Si tu appelles l'extrémité du tibia ça, oui. On est d'accord. C'est pour que ça ne glisse pas sur le côté. Voilà, c'est ça. Et là, ça descend très peu, en fait. Mais, quand même. Oui, ça paraît égal là, à peu près. Alors qu'en fait, mais ça, c'est un peu abîmé, là. Les malléoles sont symétriques. Oui. J'ai que ça. Ça a été abîmé. C'est rongé, là. Ça devrait descendre plus bas. Je ne sais pas si tu vois, là, ça descend nettement plus bas. D'accord? Donc, ça descend nettement plus bas, mais ça n'a rien à voir avec le poids, n'est-ce pas? Le poids, il est là. Hein, il est dans le sens de la diaphyse. C'est elle qui porte tout. D'accord? C'est ça la question? Et que ça bloque. Nous ne sommes pas un cheval. N'est-ce pas? Et donc, nous ne marchons pas sur les extrémités des ongles, les sabots, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le talon sous la cuisse. Nous marchons en obéissant au sol avec nos pieds. Voilà. La seule chose qui nous bloque, c'est la pente antérieure. On ne peut pas aller au-delà de ça. D'accord? Alors que les vaches, avec leur système de pieds fendus en deux, peuvent monter un tout petit peu plus haut. D'accord? Nous, on est bloqué par ce truc-là. Donc, au-delà de 30 degrés, on ne peut plus monter. On monte les pentes sur le côté. On est d'accord? C'est ça la question. En vue latérale, le pied interne, comme ça, donc la malléole, est-ce qu'elle arrive juste au-dessus du tentaculum tali? C'est ça. Je ne sais pas, mais ça devrait. Oui, juste au-dessus. Juste au-dessus, il est là. Donc vraiment, oui, c'est très évident, ça répond à une solide. Et puis ça, malgré tout, sur le vivant, c'est beaucoup plus souple. Il y a énormément de ligaments qui rattachent les os. Les os, je ne vous dis pas qu'on pourrait, avec de bonnes dents, les croquer, encore qu'un Gaulois le faisait avec des mains de Romains, n'est-ce pas? Mais il faut penser que c'est beaucoup plus souple, avec des ligaments qui sont beaucoup plus proches de la matière osseuse qu'on ne voit là, puisque là, ça bouillit pendant 3 heures dans des cristaux de soude. D'accord? Le vivant n'a jamais bouilli. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus souple. Et l'arche, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Elle compense à chaque fois. Il y a une espèce de souplesse du pied que d'ailleurs on perd avec l'âge, parce qu'avec l'âge, tout s'ossifie. Même les ligaments ont tendance à s'ossifier. Moi, par exemple, à cause de ce tableau noir, j'ai eu des douleurs épouvantables l'an dernier, n'est-ce pas? Parce que j'ai des petits bouts d'os qui sont en train de se créer dans les ligaments de la coiffe humérale. Hein? Donc, on m'a dit, fais des radios, etc. Et quand j'ai vu les radios, je me suis dit, waouh, je souffre et je vais souffrir, vous voyez? Eh bien non, j'ai fait un régime et ça va mieux. Et vous voyez, je monte le tableau, l'an dernier, je vous le cachais, je montais le tableau en faisant des trucs. Et là, pour le moment, j'ai pas mal. Ça va revenir, mais rassurez-vous si vous voulez que j'ai mal. Il y a un de mes collègues un jour, une de mes collègues, qui m'a vu rentrer dans l'école avec ma canne. Et elle m'a regardé comme ça et elle m'a dit « Vous souffrez ?» Celle-là, visiblement, elle avait eu des échos de mon cours
un petit peu particulier. Voilà. Elle n'est plus là, elle n'est plus là. Alors, donc, si vous voulez, on va mettre la rotule. Pour le monsieur très sérieux à cheveux blonds, je vais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais vraiment, l'interligne articulaire est perpendiculaire à la direction de la diaphyse tibiale, n'est-ce pas? Et donc, je place les ménisques ici. Et il ne faut pas que la rotule descende en dessous, sinon c'est un barbarisme. Question, ça va la charpente? Elle est artificielle. Je ne voulais pas le faire, je l'ai fait. Question. L'axe, c'est sur le 4e ou 5e? De qui? L'axe de quoi? Non, celui-là. Non, là, ça passe sur le 5e ou au-dessus, je l'ai mis sur le 4e? Non, je l'ai mis sur le second, sur l'index. Arche interne, d'accord? Et ça, c'est l'axe physiologique. Ça va cette fois-ci? Hein, je ne suis pas désagréable, mais je veux bien être ridicule pour que ça passe. Ça passe? Question. Oui, je vous en prie, mais c'est un plaisir. Je voulais savoir le rôle en fait, mécanique du cunéiforme jusqu'à dans la marche. Comment s'appelle-t-il le cunéiforme? Il s'appelle en forme de coin. D'accord? Donc, le scaphoïde, le cunéiforme et même, on peut dire, l'astragale sont posés comme dans cette arche interne. N'est-ce pas? Alors, reprenons. Si ça vous fait plaisir, moi, je veux bien. N'est-ce pas? Nous avons donc le premier méta qui est là. Pardon? Ma chérie, si je dessine, je vais avoir des problèmes. Si je dessine trop lentement, je dessine mal. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc, je vais me calmer pour vous plaire. Me soyez gentil parfois, ne m'obligez pas à faire l'âne parce que j'y arrive très bien. D'accord? Et je dessine comme un pied dans ces cas-là. Alors, je vais essayer de me calmer. Ouh là 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 là! Dis donc, alors, c'est ma dernière année, donc je suis prêt à tout, d'accord. Alors, sustentaculum tali, alors je vais le faire, voilà, je vais essayer de me calmer. Voilà. Est-ce que c'est juste? J'en sais rien, moi. Je vais être forcé de tout rapprendre à cause d'eux. Non, c'est juste, c'est étonnant. Donc, sustentaculum tali et calcaneum, ça vous va? Bon, mais moi, je n'ai pas envie que ce soit lent parce que c'est moche. Donc, ici, j'ajoute très vite la tête, n'est-ce pas, de l'astragale, le col astragalien. Tout à l'heure, là, vous ne me l'avez pas dit, mais je suis sûr que vous ne saviez plus que c'était le col astragalien que je palpais là, c'est ça que je palpe là, n'est-ce pas, mes amis? Donc, c'est là où vous... Alors, pour répondre au monsieur en bleu, n'est-ce pas, quand je mets, cher ami, le pouce et l'index là, sur ce col astragalien, je suis en avant d'une tête arrondie, qui est en avant d'une autre tête arrondie, qui est un tubercule ici pour recevoir un tendon, qui est en avant d'une autre chose arrondie, et figurez-vous comme une espèce de rotule qui s'enfonce en coin, cunéiforme. Donc, vous comprenez bien, mon ami, que l'arche externe, c'est une arche de soutien posée sur le sol, et que l'arche interne, c'est une arche qui a une relative mobilité pour que vous ne vous fassiez pas mal lorsque vous avez une motte de terre qui se présente, herbeuse, qui se présente devant votre pied interne. Vous voyez? Si vous attaquiez, imaginez un sol irrégulier. Il y a très peu de millénaires que l'homme a des sols très réguliers comme ça, au point qu'il devient un peu crétin, il s'aplatit devant les sols réguliers. Imaginez que vous soyez votre arrière-grand-père à la 50e génération, la terre, le sol n'était devant lui que des mottes herbeuses. Il fallait bien qu'il ait des pieds qui s'adaptent. Alors il s'appuyait par le bord externe et, mon Dieu, il compensait, vous voyez, le terrain inégal avec sa rotation légère. Je ne vais pas me redéshabiller les pieds, mais une rotation très légère du pied interne grâce aux arrondis du cunéiforme, du scaphoïde et de la tête de l'astragale. C'est ça, un peu comme ça, sur un axe.
l'axe, oblique en bas et en avant, oblique en bas et en avant, l'axe physiologique qui est là. L'axe de rotation est là, vous voyez, au bord interne du deuxième. D'accord? Donc ça fait ça ici, et là, c'est fini, ça prend le sol. Donc en fait, vous avez vos deux pieds qui sont comme ça, qui font ça, et qui tiennent sur le sol comme ça. Ça va? Regardez un singe, il vous expliquera ça beaucoup mieux, parce qu'il a des mains aux pieds. Vous voyez? Non, mais je ne blague pas. Il a des mains aux pieds, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas tout à fait des mains. Et il a des mains aux mains, mais ce ne sont pas tout à fait des mains. Donc il a des pieds qui ressemblent un peu à des mains et des mains qui ressemblent un peu à des pieds. Donc quand on le voit prendre les objets, on comprend très très bien. Alors, tellement mieux. Donc il est moche mon pied interne, mais elle est drôle, non? Elle est complètement disproportionnée. Bon, ça vous va la charpente osseuse, hein? Oui, j'espère. Il y en a assez. Hein? Donc, pour que le péroné, là j'ai un peu exagéré quand même, on va lui mettre un péroné un peu plus en arrière. Donc, maintenant, on l'habille. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, on va faire l'opposition externe-interne pour pouvoir lire nos diapos. Sur le péroné, on place les deux péronniers. Alors, ce sont deux masses charnues dont vous vous dites, mais ce n'est pas possible, quoi. Hein? Alors, vous vous souvenez, en fait, si je fais une coupe vue de face, vue de dos, peu importe, voilà le péroné, et les fibres sont disposées comme ceci. Long péronnier latéral, court péronnier latéral, comme des poils de brosse à dents, n'est-ce pas? Si ce n'est que le manche, bon, c'est pas si mal comme comparaison, n'est-ce pas? Voilà un manche, le tendon du long péronnier latéral, et voilà un autre manche, le tendon du court péronnier latéral. Qu'est-ce qui caractérise ces deux muscles? Je l'écris, c'est la dernière fois peut-être que j'en parle. Non, puisque jeudi, je recommence en position fléchie. C'est la synergie de leur action. C'est-à-dire, jamais l'un ne travaille sans l'autre. C'est clair? D'accord? Il y a un seul influx nerveux qui part du cerveau, d'accord, et qui va sur les deux en même temps. Ça marche? Question. Donc, le tendon qui est là, n'est-ce pas, va arriver tangentiellement à la malléole dans les profondeurs, n'est-ce pas, et va aller sur la styloïde du cinquième méta. Toujours elle, n'est-ce pas? Il arrive ici, à la styloïde du cinquième méta. Donc, il part du corps charnu du court, et on risque de le voir sur le vivant entre la malléole. Je vous le ferai en plus grand jeudi. Mais là, vis-à-vis des diapos, je ne pouvais pas ne pas faire un corps entier. N'est-ce pas? Donc, voilà la malléole qui s'est ramollie. Elle devrait être lancéolée. N'est-ce pas? Et ce tendon qui passe en arrière de la malléole et va sur la styloïde du cinquième méta. Le long péronnier latéral, le tendon bleu, passe sur le précédent, se fiche du précédent, n'est-ce pas? Passe lui aussi en arrière de la malléole devant le précédent, donc le dissimule, passe en arrière de la malléole, et pendant que son copain tient la styloïde, lui passe en dessous du pied et rejoint l'arche interne. C'est clair? Au voussoir, au départ du premier méta. Ça marche ou pas? Question, en bleu. C'est ça, ma belle, on va y venir. Bravo. Vous me devancez de 5 minutes. Une autre question, oui. Non, c'est absolument le contraire. Ce sont deux larrons en foire, n'est-ce pas, qui ont décidé de monter dans la chambre d'Augustine, n'est-ce pas, et l'un se met le long du mur, n'est-ce pas, prend l'autre et lui dit je te hisse. Si c'est l'inverse, il y en a un qui tient la styloïde du cinquième méta et qui dit à l'autre allez, file, va chercher l'arche interne.
Mais oui, mon vieux, mais il passe par la même voie. N'est-ce pas? Ça, c'est pas possible. Vous? Non, mais je vous en veux pas, vous m'êtes très sympathique. Alors, j'ai le jambier antérieur. C'est là où il y a antagonisme. Le jambier antérieur qui passe comme ça et qui va à l'interne, qui prend la même arche. C'est incroyable. Voilà, jambier antérieur, il passe là, il prend l'arche, il tient là. Il a un volume équivalent aux 2 péronniers réunis. Hein, il est là, il prend là obliquement, il tire là-dessus. Il faut bien un antagoniste qui tire de l'autre côté. Mais l'antagoniste qui tire de l'autre côté ne peut pas se permettre, avec la largeur du pied, de faire tout d'un seul coup. Donc, il y a le court péronnier latéral qui tient le bord externe et qui lui dit « tu peux y aller, va chercher le bord interne ». Mais ils travaillent tous les deux en même temps avec le même influx nerveux. D'accord? Écoutez, je ne sais pas si ça va vous être utile, mais je suis prêt à tout. J'ai une petite main et une grande main. C'est clair? Ordinairement, là, sur le visage, vous ne voyez pas un trou. D'accord? Mais j'ai conscience que dans le cerveau, il doit y avoir un manque de ce côté-là par rapport à cette main-là. Vous me suivez? Donc, ayez conscience quand vous dessinez que vous avez un cerveau, un rachis dans lequel vous avez une moelle. De la moelle partent des nerfs, n'est-ce pas? Et ces nerfs influent sur des muscles qui sont... Vous avez tellement raison de penser aux antagonistes. Mais là, vous pensiez merveilleusement de travers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'en ai 2 qui sont vraiment 2 copains, 2 complices de ce côté-ci, et qui, tous les 2 réunis, sont les antagonistes du jambier antérieur. Ça marche? Et la jeune femme en bleu disait que cette paire d'antagonistes lève le pied. Là, je suis d'accord. On y est? Question? Non, c'est clair ou pas? Oui. Mais forcément, ma belle, mais forcément, en fonction de la largeur du nez, les élévateurs du nez sont plus puissants. Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez quelqu'un qui a les narines qui se dilatent comme ça, ce n'est pas forcément parce qu'il s'est mis les doigts dans le nez. Quand j'étais petit, on m'a offert une bande dessinée. Si vous la trouvez par hasard un jour en vente, je suis prêt à la racheter. J'ai une tante qui a vendu mon bouquin. C'était absolument merveilleux. C'était une bande dessinée. J'adorais me mettre les doigts dans le nez. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Et on m'avait offert un bouquin parce que sur une page, c'était édité chez Quentin, rue Saint-Benoît. C'est incroyable. Sur une page, il y avait un petit garçon qui s'était mis tellement les doigts dans le nez qu'il en était forcé de porter son nez dans une brouette. N'est-ce pas? Eh bien, celui-là, si vous voulez, il n'est plus question d'antagoniste, de dilatateur, etc. Il ne lui reste plus que la brouette. D'accord? Mais d'ordinaire, vous avez dans le corps humain suffisamment de muscles pour maintenir les divers éléments, n'est-ce pas? Et pouvoir avancer dans l'existence. D'accord? Ils sont monstrueux, là, mes 2 péronniers, mais ça ne fait rien. Alors, on va les égyptianiser en vous disant qu'ils sont dans une même loge. Donc, ils ne peuvent absolument pas agir l'un sans l'autre, n'est-ce pas? Ils dessinent 2 rainures. Quand ils sont au repos, parfois, on voit même les 2 rainures, n'est-ce pas? Voilà, mes amis. Ensuite, en avant, vous souvenez-vous, il y a leur antagoniste, justement, Francis. N'est-ce pas? Qui est le, comment s'appelle-t-il? Jambier antérieur. Qui est tellement volumineux, n'est-ce pas? Qu'il en vient à dépasser de l'autre côté, celui-là. C'est celui qui protège le tibia en avant. Voilà. Donc, il protège le tibia en avant et il passe dans un dédoublement du ligament annulaire du coup de pied, donc freniforme, n'est-ce pas? Donc, c'est lui, vous allez voir dans les bas-reliefs égyptiens, n'est-ce pas? C'est lui qui fait l'arrondi qui est ici. Parce qu'il passe, il n'est pas serré, il passe dans un dédoublement. Est-ce qu'on a le temps? Mais de toute façon, c'est intéressant. Regardez sur vous. La plupart d'entre vous, vous avez un tendon grand palmaire ici, un tendon cubital antérieur ici, et puis un autre tendon, moi je ne l'ai pas, un autre tendon qui rentre en boutonnière
dans le ligament annulaire, là. Est-ce que vous voyez? Serrez le pouce et le petit doigt. Et vous allez voir, à votre grande surprise, un tendon rentré en boutonnière, ici. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, là, il y a le grand palmaire. Là, il y a le cubital antérieur. On ferme ici. Vous tirez vers vous. Voilà. Et ça rentre en boutonnière. Pas tellement, évidemment. Chez les filles, c'est beaucoup plus extraordinaire. Voilà. Allez-y vers vous. Et elle ne l'a pas. Voilà, il est là. Voilà, voilà le grand palmaire. Et le petit, vous allez voir, c'est extra. Tirez vers vous ça, vous fermez et vous ramenez vers votre nez. Voilà, regardez, vous voyez comme ça se lève? Allez-y, vous l'avez vu là, un instant? C'est pas grave, vous allez voir. Tenez, vous voyez ça? Là, comme ça se lève par rapport au reste. Tirez, tirez. Voilà. Vous voyez? Bon, moi, je ne l'ai pas. Eh bien, c'est l'équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Un tendon qui a droit à, dans l'anneau, vous avez évidemment des anneaux, vous le saviez, non? Des anneaux qui vous tiennent les poignets et les chevilles pour que les tendons passent sous cet anneau, un peu comme des colliers lorsqu'on installe des fils électriques, n'est-ce pas? Eh bien, donc, vous avez un collier ici et un collier là. Le jambier antérieur, comme le petit palmaire, n'est-ce pas, passe dans un dédoublement. C'est pour ça qu'il vient autant en avant. Vous voyez, alors dans le dessin du pied, ça a une extrême importance, parce que, imaginons un pied très primitif, n'est-ce pas, ici, eh bien ça, vous le trouvez dès le 4e millénaire dans la représentation humaine. Eh bien, c'est le tendon du jambier antérieur. On est d'accord? Alors, ce tendon du jambier antérieur vient s'arrêter, là c'est tout à fait faux, il vient s'arrêter, n'est-ce pas, au sommet de l'arche interne. Là, alors comment pourrait-on dire? On va mettre une flèche, n'est-ce pas, ici. Eh bien, donc il descend ici, on va mettre la flèche ici, là où le long péronnier latéral, en passant sous le pied, j'avais fait ça en gros l'autre jour, je le referai en gros jeudi. Là où le lion péronnier latéral, en passant sous le pied, fait l'équivalent. Ça vous va? Le long péronnier latéral, ici, en passant sous le cuboïde, rejoint le même point, n'est-ce pas, qui se trouve ici, n'est-ce pas, au sommet, presque au sommet de l'arche interne. Ça va ou pas? Non, ils n'ont rien compris. Le pied externe repose sur le sol. L'arche externe est toute proche du sol. Elle est sur le sol dans un pied plat, toute proche du sol dans un pied normal. L'arche interne est surélevée. Si vous avez deux pieds, les deux arches internes sont surélevées par rapport à un vide en tiers d'orange. Ça va? D'accord? Donc, ce qui compte, c'est la partie la plus haute de l'arche interne pour que le pied puisse se lever. Il faut aller la chercher. Donc, on va la chercher avec le jambier et on va la chercher avec les péronniers qui travaillent en synergie. Pendant que le court tient le pied externe, le long passe en dessous pour aller faire la courte échelle au pied en rejoignant le jambier antérieur. Ça va? Question. Si le pied était plus large, c'est la question de tout à l'heure, eh bien, il faudrait bien que ce soit plus puissant pour pouvoir faire. Lorsque le pied est plus large, tout est prévu pour que ce soit plus puissant. Donc, le jambier antérieur fait facilement 1,5 fois le volume de celui-là. Ça marche? Question. Les deux, jamais l'un sans l'autre. L'un tient la malléole, l'un tient la styloïde du 5e méta, le bord externe, pendant que l'autre glisse en dessous pour aller à l'arche interne. Ben, il la tire s'il a envie de la tirer. Si il la tient levée, il la tire pour la lever si on a besoin de lever. Si on a besoin de rester debout, parole, vous n'avez jamais vécu. Si vous avez besoin de rester debout, en équilibre sur une jambe comme ça, je ne sais pas si ça se voit parce que l'éclairage est nul, n'est-ce pas? Mais perpétuellement, mes péronniers vont travailler.
On voit que jambier péronnier, là, dans ce cas-là, il n'y a que pour vous faire tenir debout. Donc, perpétuellement, il travaille pour équilibrer. Je me fais comprendre ou pas? Marie, vous dormez ou quoi? Non? C'est clair ou pas? Donc là, vous comprenez bien que quand vous marchez, il y a aussi le solaire, les jumeaux, les fléchisseurs, les extenseurs, etc. qui s'y mettent. Mais là, quand vous êtes là uniquement, si vous voulez que j'en parle, uniquement, alors là, c'est eux qui tiennent la verticalité. Comme lorsque vous marchez, là, il y a ce moyen fessier là tout seul, ce moyen fessier là tout seul, ce moyen fessier là tout seul. Souvenez-vous, quand vous suivez une fille dans la rue, n'est-ce pas, la graisse s'en va de part et d'autre parce qu'elle est en contraction pour tenir debout. N'est-ce pas? Donc à ce moment-là, la graisse qui est très utile pour nourrir ces petits bébés, il faut bien qu'elle s'en aille quelque part. Donc elle s'en va sur le côté. Question? Pas de question. On continue. Monsieur Yacoub est là. L'heure avance, mais ça ne fait rien. Il faut que vous compreniez. Donc, je serai peut-être un peu en retard. Je passerai le reste de mes diapos jeudi prochain. C'est pas grave. Question? Non? Bon, alors. Entre les péronniers et le jambier, il y a un malheureux là, qui ne peut que prendre l'espace qu'on lui laisse, avec un petit malheureux annexe ici. N'est-ce pas? C'est l'extenseur commun des orteils. D'accord? Celui-là, il a droit à une plaque tendineuse. C'est tout petit, je sais, je vous le ferai en plus grand jeudi, mais on fait une synthèse. Une plaque tendineuse qui s'en va sur les 4 derniers orteils. Le petit malheureux qui est à côté s'en va sur le gros orteil. Bref, ça vous fait une plaque comme ici sur le dos. Donc, et cette plaque, il y a un muscle en dessous ici, devant la malléole, qui s'appelle pédieux, qui a à peu près les mêmes tendons que le précédent. Bon, et tout ça est enfermé dans le ligament annulaire, sauf le jambier qui a un dédoublement. Alors je sais, c'est tout petit, mais le but, c'est que ça reste petit. Voilà, donc ici, il y a la fronde ligamentaire, n'est-ce pas, qui maintient ces extenseurs, ici, qui vont sur le dos du pied, pendant que le jambier, lui, il mène sa vie indépendante, ce qui fait qu'il a cette visibilité extraordinaire, cette lecture manifeste dans le dessin. C'est d'accord ou pas? Donc, l'extenseur du gros orteil, à cette heure-ci, vous vous en fichez, j'espère. Jambier antérieur, extenseur du gros, les 2 péronniers. Ça vous va? Oui ou non? Je peux continuer? On le voit pas, l'extenseur du gros orteil. Si, on peut le voir. On le voit, il est pas ça. Oui, dans cette vue-là. Ah oui, non, très peu, mais on le voit si on le voit, si on doit le voir. Ça dépend des individus. Mais ça fait partie de la loge extenseur. Question? Je peux continuer? Qu'avons-nous appris par contre, on est quel jour? Mardi. Jeudi dernier, qu'il y avait en arrière, enveloppant les fléchisseurs, un solaire et des jumeaux. Là, bien évidemment, n'est-ce pas, sur cette vue externe, voilà le tendon du long péronnier latéral, les péronniers, il faudrait que je me détende, les péronniers qui sont ici, le jambier qui est là, l'extenseur commun, je peux vous le montrer, c'est bizarre. Pourtant, c'est vrai que je le vois bien quand je suis dans un éclairage normal. Il y en a un petit morceau là, triangulaire, et il y a le bas qui est ici. Ça, c'est mon jambier qui couvre tout. Vous voyez? Et alors, mes péronniers, malheureusement, sont empiétés par le solaire. Vous voyez ce truc qui remonte là. Puis un tout petit jumeau derrière. Donc, ça dépend des individus. On peut... Mais là, derrière, n'est-ce pas, vous avez sans doute retenu que vous aviez un tendon qui part du dessus du condyle et le tendon d'Achille, ici, qui part du talon. Et que ces 2 tendons, n'est-ce pas, ici, sont très écartés et là, sont très rapprochés. Pourquoi? Eh bien parce que du côté interne, je n'ai rien.
entre l'os tibia sous-cutané et le tendon d'Achille, alors que du côté externe, entre le tibia et le tendon d'Achille, j'ai jambier antérieur, extenseur commun et péronnier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai glissé tout un ensemble de muscles du côté externe, alors que du côté interne, ce sont tout de suite les muscles postérieurs qui arrivent. Voilà, jumeaux, ce nom épouvantable, n'est-ce pas? Gastrocnémien interne, si vous voulez, mais c'est tellement prétentieux que ce n'est pas mieux, n'est-ce pas? Donc, ce truc-là, qui est un muscle dit postérieur, jumeaux solaires, sont tout de suite là, le long du tibia. Je me fais comprendre? Ils sont dits postérieurs. C'est là où il faut voir les choses dans l'espace. Ils sont postérieurs. Ils sont surtout postérieurs et internes au point qu'ils reviennent le long du tibia. Alors que de ce côté-ci, la morphologie est complètement différente car ils sont écartés du tibia par tous ces muscles-là. Je me fais comprendre? Est-ce que Valérie ou quelqu'un d'autre pourrait ajouter quelque chose de perspicace qui nous fasse comprendre pourquoi de ce côté-là, ça s'est écarté pour faire passer ça, alors que de ce côté-ci, ça se permet de revenir comme ça. Non, je suis tout seul et à l'heure qu'il est, vous êtes fatigué. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est peut-être ça. Ici, les fléchisseurs sont enveloppés par le solaire, alors qu'ici, les extenseurs n'ont pas été enveloppés, ils sont en surface, et aidés par le jambier et le péronnier. Donc, le solaire est repoussé en arrière de ce côté-ci, et on a jambier, extenseur, péronnier. Ici, le solaire est tout de suite là, car il a enveloppé les fléchisseurs. D'accord? C'est la même chose au bras. Hein. Les fléchisseurs sont enveloppés par ce grand muscle, qui est le solaire de l'avant-bras, et les extenseurs sont visibles là. D'accord? On y serait arrivé jeudi. J'ai un peu voulu devancer les choses. Valérie? Là, c'est tiré un peu. Non. On ne peut pas aller jusque-là. Non. Non, parce que ce n'est pas dans le même sens de fonction. Les adducteurs sont des adducteurs, les ischio-jambiers font autre chose. Tandis que là, c'est vraiment extenseur, fléchisseur, C'est très simple. Mais ce n'est pas grave. Donc, ici, on va, avec de l'orange, voilà, on va monter le solaire, n'est-ce pas? Et on aura le solaire qui va monter, 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 étroit, étroit, étroit. Souvenez-vous de mon cours de jeudi, vous aviez un petit jumeau externe tout étroit, n'est-ce pas, en vue postérieure. Qu'est-ce que je prends? C'est quoi ça? Une jambe? Gauche, gauche. Donc, un jumeau externe tout étroit, un jumeau interne, solaire, etc. Et je vous avais dit, c'est pointu alors que le jumeau interne est arrondi. Mais de toute façon, ça se voit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Le jumeau interne est arrondi, spacieux, etc. Le jumeau externe est tout étroit et n'a rien à voir. Ce ne sont pas des formes jumelles. C'est pour ça que je déteste cette expression. Donc, on a été très retardé ce soir, c'est vrai. On a démarré en retard, etc. Mais je n'ai pas à me justifier. Donc, tant pis pour les diapos, on les étalera sur deux séances. Voilà. Donc, ici, vous avez tout de même, tout est résumé d'un seul coup, vous voyez. Vous avez le solaire qui enveloppe. C'est pour ça que j'ai été forcé d'être honnête l'autre jour, n'est-ce pas? Là-dessous, surtout chez moi, n'est-ce pas? On aperçoit très bien le fléchisseur commun des orteils, n'est-ce pas? Et bizarrement, c'est le tendon du jambier poste qu'on voit parfois ici, pour ceux qui suivraient, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui s'en foutent et qui ont bien raison, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est que la forme interne, ce soit ça, n'est-ce pas? Toute simple, avec ici un arrondi du jambier équivalent. Et ici, le pied chétif, n'est-ce pas, que je vais rallonger.
Voilà. Voilà une jambe interne, très sommaire, etc., avec jumeaux solaires, n'est-ce pas? Oh là là, ce que c'est lourd, la pauvre chérie, elle a des bottes. Je la rangerai à la fin, si on veut. Voilà une jambe externe, c'est terrible. Voilà une jambe, j'ai plus pensé qu'à ça et j'ai oublié le reste. Alors, voilà une jambe externe où il y a une colonne cannelée. Vous me suivez ou pas? Je peux continuer très vite. Si nous montons là, ici, nous avons le tubercule de Gerdy, où arrive le fascial attache. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si nous montons là, nous avons la patte doigt où arrive le couturier. Donc, ici, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Au-dessus de cette colonne cannelée, nous avons le fascia. Pour le moment, je le dessine extrêmement simplé. Et ici, au-dessus de ces courbes baroques, n'est-ce pas, nous avons le couturier qui continue, n'est-ce pas? Si j'avais les deux faces du bassin, il irait sur l'épine qui est là-bas. Ici, au-dessus, là, je peux le faire, puisque c'est ma vue, n'est-ce pas? J'ai le tenseur du fascia lata et le grand fessier superficiel qui raccorde mon fascia. Mais avouez que ça a encore du cannelé dans l'air, si je puis dire. N'est-ce pas? Ce côté rigoureux comme ça. Et là, on aurait le moyen fessier qui ne nuit pas tellement à cette vision des formes. D'accord? On peut très bien ajouter le quadriceps en avant, les ischio-jambiers en arrière. On sera peut-être voilà, avec le tendon du biceps qui va sur la tête du péroné. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je veux bien vous mettre du vaste externe, le sillon de X, encore une ligne, n'est-ce pas, qui a tendance à donner une colonne cannelée. Voilà le biceps, n'est-ce pas, le vaste externe, le droite antérieur, le vaste interne. Voilà la pauvre chérie, c'est très lourd ce qu'elle traîne. Mais vous voyez que c'est très en longueur. Alors que de l'autre côté, sans tellement schématiser, n'est-ce pas? Vous savez très bien que vous avez le vaste interne, le droit antérieur, les adducteurs. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est tout en ligne droite, très cannelé. N'est-ce pas? Regardez, si j'insiste ici, je peux donner une rigueur et une étroitesse à tout ça. Là, il n'en est pas question. Je suis dans les formes ovoïdes et baroques. Est-ce que je me fais comprendre? Et la malheureuse traîne 2 tonnes de membres inférieurs en dessous d'un petit crâne chétif avec une petite cage thoracique à vous faire fondre de tendresse. N'est-ce pas? Mais par contre, gare au coup de pied. Est-ce que vous avez compris, globalement? J'y reviendrai jeudi. Ça va? Question? Bon, ben c'est bien. En rouge, mademoiselle. C'est ça, mademoiselle. Sur le tibia, à l'endroit qu'on appelle la patte doigt, à tel point que certains disent, ici, vous voyez, qui s'achève à la malléole interne. Il continue dans le périoste, on ne voit pas où il s'arrête, ça fait une patte doigt, ici, il s'évase, et ça continue jusqu'en bas. D'accord? Je ne sais pas si je peux vous le montrer, je crois que oui. Voilà, vous voyez, il est là. Et il continue jusqu'en bas. Donc ça passe dans le périoste, ça glisse dans le périoste. On a vu jusqu'à maintenant des diapos où on voyait très très bien cet évasement. Ce cas-là, ce n'est pas du tout un reproche. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes libre. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'idée que ma concierge ait pu assister au cours de Roland Barthes.
c'était mon voisin d'immeuble, n'est-ce pas, dans mon immeuble. Et un jour, je descends chez mon ancienne concierge et il y avait un grand poster de Roland Barthes. Et je dis, c'est quand même étonnant, non? On voit rarement des concierges avec un grand poster de Roland Barthes. Hein, où avait-elle trouvé ce poster? Je vous le demande, j'en ai rarement vu. Et je lui dis, mais vous l'aimiez tant que ça, votre locataire? Alors, elle me dit, oh, ce qu'il était gentil. Elle m'a même dit des choses très aimables. Et je lui dis, mais à ce point-là, je ne sais pas quoi, elle me dit, puis je suis allé écouter son cours au Collège de France. Je n'ai pas compris grand-chose, mais c'était beau. Hein? Eh bien, si vous voulez, elle n'est jamais venue suivre mon cours, ce qui m'a rendu toujours un peu triste. Mais je trouve ça très beau, le Collège de France. Et ce cours-là m'enchante, parce que certes, il y a quelques étudiants de l'école, il paraît qu'il y en a beaucoup. Eh bien, qu'ils soient les bienvenus. Et il y a surtout des anciens étudiants qui reviennent, je les remercie. Et puis, il y a les concierges. Et là, c'est mon titre de gloire le plus manifeste, quoi. Je suis très, très content. Après 68, je faisais des travaux pratiques démocratiques le soir. Maintenant, c'est devenu payant. Mais je suis content que vous soyez nombreux et que vous soyez là et qu'on s'amuse bien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est une espèce de... Peut-être un coup de sentiment, là, non? Question. Bon, eh bien, on va regarder. Non, c'est fini. Oui, mademoiselle. Écoutez, oui, ma chère, moi, je ne sais pas, là. Je suis enthousiasmé par le contraste et ça a forcément une raison d'être mécanique. Eh bien, si j'étais mécaniste... Moi, j'ai mon prédécesseur, Paul Lecoeur, qui était chirurgien en même temps que sculpteur et donc spécialiste de la chirurgie réparatrice, c'est comme ça qu'on appelle la chirurgie des grands accidentés et des poliomyélitites et des grands malheureux, genre maladie de Charcot, toutes ces choses qui déforment, à croire qu'il y a le diable, n'est-ce pas, quelque part, des maladies qui vous déforment un être humain. On se dit, mais il est... Quel salaud, ce diable, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez des hommes qui, même sur des maladies évolutives comme ça, retaillent pour que la personne ait 10 années devant elle où elle puisse encore déambuler convenablement. Lui, il pouvait passer 3 heures, ça m'assommait parce que j'attendais pour fermer, il pouvait passer 3 heures avec un copain à étudier tous les muscles qui fonctionnaient dans le saut à la perche, vous voyez? Ces gens-là ont une vision mécaniste. Moi, c'est très limité. Je vous explique très, très mal les bras de levier, etc. Je le sais. Mais il y a une phrase de Stendhal qui me sauve. J'ai choisi mes ignorances. Diapo, je peux y aller parce que là, vous allez avoir une bonne leçon. Alors, il est moins le quart. On va en voir très peu. Ça aurait été malheureux de se gâcher ça. Vous me permettrez de vous les repasser jeudi. D'accord? Voilà. Parce que là, c'est vraiment extraordinaire et ce n'est pas du tout mécaniste, c'est complètement artiste, quoi. Complètement esthétique. Je m'arrêterai à 7 heures pile. Hein. Ça va? Je ne vous ai pas trop embêté tout à l'heure. Si? Ça va? Ça va? Vous avez suivi? Oui, ça a l'air. Ton assistante a bien travaillé. Ça va? Tu n'as pas eu trop de problèmes? Tu t'es bien amusé? Non, non, je crois que je vais les survoler, si vous voulez bien. Ah, j'ai oublié ma flèche. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Je vais les survoler. Alors, comme ça, on les reverra avec plus d'attention. Comme ça, on va faire une synthèse. Hein, on va se détendre. On est fatigué.
Alors, là, vous voyez le contraste entre la jambe externe, pleine de fuseaux, et la jambe interne. Vous ne voyez pas grand-chose, mais vous comprenez tout de suite qu'il n'y a que le jumeau, le solaire, le tibia, un peu de jambier. Au-dessus, le couturier, une masse en avant, une masse en arrière. Ici, sillon de X, fasciolata. Vous voyez que ça, c'est très, très cannelé. Et ça, très ovoïde. C'est le résumé. Et c'est en mouvement. Diapo suivante. Voilà la vulgarité, n'est-ce pas? Ça n'a pas été fait sous Mussolini ni sous Saddam Hussein, mais c'est pareil. En fait, d'ailleurs, ce que je dis est effarant parce que c'est le pays de l'Irak, n'est-ce pas? C'est la Mésopotamie. Et je pense que l'art actuel qui nous montre, je ne sais pas ce qui va lui arriver à ce pauvre Saddam Hussein, mais il paraît qu'il n'a pas été très gentil, lui non plus, que les têtes sont tombées. Ça ne me regarde pas, tout ça, c'est eux que ça regarde. Mais avouez que ça fait très Mésopotamie, n'est-ce pas? La vulgarité de ça, c'est insensé. Alors, ils ont vu le jumeau et le solaire et le tibia sous-cutané, et là, des cannelures, mais Dieu que c'est laid et agressif et putanesque dans le combattant, n'est-ce pas? Diapo suivante. Regardez ça comme c'est moche. C'est quasiment comme l'art hitlérien ou stalinien. Diapo. Mais on met ça dans les musées parce que c'est vieux. Regardez comme c'est vulgaire. C'est quasiment du bodybuilding, n'est-ce pas? Diapo suivante. D'ailleurs, ce ne sont pas des diapos de moi, je n'ai jamais pu en faire, ça me dégoûte. Là, les pieds sont un peu proches, c'est moins moche, hein, ça quand même. Diapo est très mauvaise, très ancienne. Diapo suivante. Abandonnons ces gens-là et passons chez les Égyptiens. Quand on se payait une tombe pas très chère, on avait des pieds très simplifiés, vous voyez? Diapo. Alors voilà cette chose étrange. Vous voyez bien que c'est une jambe interne et une jambe externe, une jambe interne et une jambe externe. Et vous voyez, il y a des petites traces. Passons à la suivante. Les épaules sont vues de face, tout ça. Là, c'est une empreinte de pied. C'est un aveugle. Donc, il est gras, il a des mains. Diapo suivante, qui joue. Ça, c'est l'ensemble. Ça ne nous donne pas grand-chose. Diapo suivante. Voilà. Vous voyez, les pieds sont au sol. Diapo suivante. Vous voyez, c'est incroyable. Même là, l'ocre rouge est passé entre les deux jambes. C'est peut-être à cause de ça que j'ai compris. Je crois avoir compris. Diapo suivante. Vous voyez, là, par contre, il y a un petit creux. Mais il est partout. Ce sont les mêmes pieds. Alors, à croire qu'il n'a jamais vu les 5 orteils. Ça, c'est ce que vous dirait un historien d'art et le progrès. Ils ont une vision progressiste de l'art, ce qui est souverainement ridicule. Diapo suivante. Heureusement, ça passe un peu. Regardez ça. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas les pieds? Alors, je suis désolé, c'est photographié au travers d'une vitrine. Hein? Mais on sent très bien que dès que c'est en volume, ils savent très bien comment c'est fait. Diapo. Donc, c'est qu'ils ne veulent pas. Regardez, ça c'est au Louvre. Il y a une crête tibiale fantastique, un passage de jambier, un pied externe, un pied interne, c'est relevé à l'interne, c'est abaissé à l'externe, il n'y a pas de problème. Même avec la simplification et leur goût. Diapo suivant. Sublime, c'est au Louvre ça. Malléole externe, pied externe, tout y est, la hanche, tout y est. Diapo suivante, donc ils savent. La preuve, diapo. Vous voyez, c'est vraiment du pied ça. Diapo. Et voilà, l'amour de ma vie. À 14 ans, je l'ai découverte et ça n'a jamais cessé. C'est la Néfertiti. Ça, c'est la sublime petite concubine du Louvre. Je n'ai que cette bonne photographie. Je l'ai photographiée derrière les vitrines comme un voyeur. Diapo suivante. Allez la voir, c'est absolument somptueux. Diapo suivante. C'est l'élégance, c'est la discrétion. Diapo suivante. Ma photo n'est pas terrible, hein. Regardez ça, c'est beau. Diapo suivante. Alors, vous voyez, le mort avait parfois des concubines un peu plus réalistes. Mais elles avaient des pieds, des vrais pieds, quoi, internes, externes, avec 5 orteils. Diapo suivante. Elles étaient dans un garde à vous de Giacomettien. Alors, c'était merveilleux, l'existence du mort, n'est-ce pas? Ces morts-là, une centaine de concubines autour d'eux, n'est-ce pas? Diapo. Voilà, de toutes les formes. Vous voyez, Génuvalgum, les passions morphologiques diverses et variées. Diapo suivante. Et puis parfois ça.
Il n'y a pas les pieds, vous me direz, oui, mais c'est quand même très beau. Diapo suivante. Et ça, qu'en pensez-vous? Il n'y a pas plus élégant, n'est-ce pas, pour la SU et la Su-31. On peut peut-être mettre au point, c'est peut-être pas parfaitement au point. C'est mieux là ou pas? Oui, je crois, hein, c'est mieux. C'est sublime, non? Sublime. Avec des vêtements de lin, ils étaient propres, hein, ces gens-là. Ils détestaient le Kodakès, les vêtements de laine, n'est-ce pas? Eux ne portaient que du lin très blanc et qui était pincé le long du corps pour que ce soit absolument moulant. Diapo suivante. Alors voilà, vous voyez, voilà un monsieur qui va dans les champs avec son épouse et il a une jambe externe, une jambe interne, solaire jumeau, péronnier, solaire jumeau, rien à voir et les deux pieds sont semblables. Diapo. L'un des plus beaux exemples, c'est une vieille diapo, mais quand même, diapo, j'ai une deuxième photo plus moche. Diapo, c'est inouï quand même. Alors le plus inouï, c'est ça peut-être, c'est à Leyde. Et dans Rutsen, c'est exactement la même chose. Regardez, les deux bras. Diapo suivante, pardon. C'est de la folie, non? Diapo suivante. Les deux pieds sont absolument semblables. Diapo suivante. Semblable, alors que ce sont des esclaves, ça n'a rien de noble. Vous voyez, des prisonniers assyriens esclaves, enchaînés, diapo ou encordés, diapo suivante. Vous voyez, tout ça, ça frôle le sol. Ce n'est pas une simplification volontaire, c'est autre chose. J'essaierai de m'expliquer jeudi. Diapo, j'ai ma vision. Ça, c'est ravissant. Tous les pieds sont semblables, tous les corps sont de profil, les épaules de face. Pas là, hein, il y a une tentative de profil. Diapo suivante. Et voilà, ça, c'est au Louvre. Donc, vous pouvez aller le voir. C'est le mastaba offert par Nasser en échange des bons offices de la France pour le barrage d'Aswan. Donc vous pouvez rentrer dedans, tous les pieds sont pareils. Hein? Mais je vous fais remarquer qu'ils sont sur ça. Diapo suivante, donc c'est peut-être ça qui compte. Regardez, les pieds sont pareils, mais incontestablement c'est une jambe externe, et regardez la discrétion de la cannelure des péronniers. Alors que là, le tibia et le couturier. Et les pieds, pas de problème, semblable. C'est donc une question de goût. Hein? Le goût, ça existe. Diapo. Il y en a qui n'en ont pas. Diapo. Et ça se cultive. Diapo. Vous voyez, même sur le bord, il a recommencé. Et là, vous verrez, vous pouvez le voir. Alors, ce n'est pas facile. Hein. Pour vous situer, on ne peut pas le déplacer, évidemment, ce mastaba, cette énorme tombe. C'est tout près de l'ancienne entrée qui se trouvait tout près de la passerelle des arts. Donc, quand vous êtes dans le Louvre, dans les salles égyptiennes, il faut vous orienter par rapport à la passerelle qui va à l'Institut, n'est-ce pas? Et vous rapprocher d'elle. Je ne sais pas comment me faire comprendre. Il faut redescendre par l'escalier de Perrault, justement, glisser dans les salles coptes et vous rendre là, dans une impasse où vous avez ce mastaba. Vous pouvez rentrer dedans et vous voyez ce que j'ai photographié et vous le voyez beaucoup mieux. Et vous voyez que même là, dans l'angle, il a glissé un jumeau et un solaire, il a mis le tendon sur le jumeau. Et les péronniers, et patati et patata, et des pieds semblables. Donc il n'y a pas de problème, c'est ça ce qui compte, c'est l'obéissance au plan et au décoratif. Et Gauguin disait, j'ai beaucoup plus appris de l'art égyptien que de l'art grec. C'est-à-dire que tout ce qui est Gauguin, Planéité, Vuillard, Bonnard, tous ces gens qui veulent peindre, qui respectent le plan avant de peindre en volume, eh bien, ils vont chercher leur Giacometti, ils vont chercher leur source dans cet art-là, beaucoup plus que dans un art volumétrique. Diapo suivante, il va falloir peut-être que je m'arrête. C'est tout de même bluffant, non? Diapo suivante. C'est incroyable, non?
Et je vous dis, si vous avez le temps, si c'est encore là ce soir, ça y était hier soir, rue de Seine, c'est un exemple dévisu, quoi. Comme ce bout-là, c'est ni plus beau ni moins beau. Diapo, il n'y a qu'un seul personnage. Diapo. Alors voilà, regardez, dans les papyrus, comme c'est un plan, comme ils ont le goût du plan, c'est la même chose. Diapo suivante, on va aller jusqu'à un ostracon. Vous voyez? Regardez le genou, c'est incroyable, avec la saillie en avant, etc. Diapo. Regardez, voilà un ostracon qui a été gravé, une petite plaque calcaire polie, vous êtes d'accord, vous savez, hein? Donc c'était dessiné, et de temps en temps, il y avait un petit bas-relief. Diapo. Voilà. Diapo, il y a 2 lutteurs que je voudrais que vous voyiez. Les voilà. Vous voyez? Là, il y a pas, c'est complètement en volume, ça ne marcherait pas du tout en bas-relief. Vous voyez? Et c'est malheureux que vous ne le voyez pas en couleur, parce que, mais ma diapo était en noir et blanc, parce que c'est à l'ocre rouge repassé. Vous voyez, l'ocre rouge est là, n'est-ce pas? Et c'est repassé au noir de charbon. Et il a vraiment renforcé les volumes. Vous voyez, ça ne fait pas tellement égyptien, ce truc. Diapo. On sera en retard de 5 minutes, tant pis. Regardez, voilà, c'est extraordinaire, je vous remontrerai. La vallée des rois, c'est inachevé. Donc il y a le dessin et le bas-relief. Diapo suivante. Et ça vous explique tout. Vous voyez? L'obéissance au plan. Ça marche? Non. Si. Hein, c'est fou, regardez toutes les lignes de construction. Vous voyez bien que ce n'est pas fait pour être de la femme nue dans un cours du soir. N'est-ce pas? C'est fait pour être du tombeau égyptien. D'accord? Je reprendrai là. Allez, bonsoir.